Bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue dans l'atelier de la coalition Aménagement des villes, co-animé par Climate Change, la FNO, le MTPA. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du sommet Climate Change Afrique 2021. Que nous avons dû passer en virtuel, car il était prévu que nous nous retrouvions aujourd'hui à Dakar. Mais faisons en sorte que ces échanges soient tout de même fructueux et intéressants pour chacun. En tout cas, merci de votre présence. Et puis, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vraiment laisser la parole aux experts et à la FNO qui nous fait le plaisir d'animer et d'organiser même tout cet atelier. Merci beaucoup, Romain. Je suis Marianne Malaise, je suis en charge des questions internationales et de ville durable à la FNO et coordonne aussi de notre côté le MTPA, qui est le réseau mondial des agences d'urbanisme, pour lequel nous avons une coalition africaine extrêmement dynamique. C'est en ceci que nous coordonnons avec aussi l'Institut Paris Région, qui n'est pas représenté aujourd'hui, malheureusement, cette coalition dans le cadre de Climate Change. Depuis le départ de Climate Change, nous sommes parmi les premiers avec dans cette coalition-là. Aujourd'hui, nous le faisons donc en direct de Paris, mais avec beaucoup de représentants de partout dans le monde, cet atelier en virtuel qui est pour nous un moment clé de la coalition, mais qui s'inscrit aussi dans le cadre de la World Urban Campaign de ONU Habitat, en préparation notamment du Forum urbain mondial qui aura lieu en juin prochain à Katowice, pour lequel nous souhaitons vraiment valoriser ce qui est fait dans le cadre de cet atelier et valoriser un cycle que nous commençons aujourd'hui sur les métropoles, le changement climatique dans les différentes régions du monde. Ceci étant dit, je ne vais pas monopoliser non plus la parole parce qu'on a vraiment des intervenants de très grande qualité aujourd'hui avec nous, que je remercie beaucoup d'avoir maintenu leur participation malgré les changements notamment de lieu. Peut-être pour vous rappeler quelques règles élémentaires, évidemment, micro coupé, tout cela pendant que les intervenants participent. Pour vous dire aussi que n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat, nous les suivons au fur et à mesure et on en fera un relais à la fin après les interventions de nos intervenants. Et puis, dernière chose, nous avons avec nous un interprète qui traduira en anglais les interventions. Donc, merci beaucoup à lui déjà. Et puis, essayons le plus possible pour les intervenants de parler distinctement pour qu'ils puissent le plus possible traduire tout cela. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre keynote speaker, qui est Luc Nakadja, sur le sujet de notre journée aujourd'hui, c'est vraiment les métropoles, aménager le climat, comment est-ce qu'on met tout ça en lien. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de réfléchir aux acteurs. Comment les acteurs peuvent se saisir de ces sujets-là pour montrer que, de manière assez intuitive, nous le savons, mais rappelons-le, c'est important, si chacun travaille dans son coin, on n'y arrivera pas. Donc, désormais que les constats sont partagés, travaillons ensemble, essayons, comme ce qui est l'objet de Climate Change, de créer des coalitions et de vraiment monter tous en puissance pour vraiment adresser ces changements climatiques et réussir à adapter nos métropoles. Alors, je laisse Luc Nakadja maintenant intervenir sur l'éco-citoyenneté des individus et des entreprises et sur cet impératif de faire finalement des villes africaines les moteurs de la transformation durable. Luc, vous avez 15 minutes. Alors, on ne vous entend pas, on voit votre PowerPoint en revanche. Voilà, vous m'entendez? C'est parfait. Merci beaucoup.
Alors, oui, c'est un plaisir pour moi de partager quelques éléments de réflexion avec vous, à la fois sur quelques constats en ce qui concerne les villes africaines et aussi le rôle que doit jouer l'éco-citoyenneté si on veut qu'elles deviennent des villes motrices d'une transformation durable de leur territoire. Et pour cela, quel leadership et pour quelle gouvernance? Alors, je vais parler en gros des constats, des enjeux, quel agenda pour la transition écologique en Afrique et pourquoi l'éco-citoyenneté des individus et des entreprises est un impératif, avec une question, l'urbanisation et la gouvernance des territoires en Afrique, qu'est-ce qui doit changer pour assurer la durabilité, la résilience du développement? Alors, voilà une carte de l'Afrique qui à la fois montre et projette les agglomérations urbaines de 90 à 2030. Et l'un des constats qu'on peut faire, c'est que l'urbanisation en Afrique, au sud du Sahara, va plus vite que tout, mais vraiment plus vite que tout. La population urbaine double tous les 20 ans depuis 1990 et devrait tripler entre 2015 et 2050. Et elle était de 27 millions en 1950. Et imaginez qu'aujourd'hui, elle est de 587 millions, en tout cas l'année dernière, selon les projections des Nations Unies. Et c'est quoi? C'est 20 fois plus. Et quand on a dit ça, on pourrait rester peut-être comme abstrait, mais penser simplement que le Rwanda, la population urbaine a doublé et est passée de 16% à 30% entre 2012 et 2020. Et quant à mon pays, le Bénin, la population urbaine a été multipliée par 5 depuis 1960. Ça va plus vite que les possibilités d'investissement en infrastructure, que les possibilités d'aménagement. Et c'est bien là le défi africain qui est sans précédent dans l'histoire de l'urbanisation dans le monde. Alors, je vous invite à retenir ce chiffre-là, 60%. La ville africaine est à plus de 60% jeune de par sa population. L'habitat est précaire, à savoir plus de 60% de l'habitat est précaire. Et quant à l'économie, elle est à plus de 60% informelle, certains préfèrent dire populaire. Mais le fait est là que ces éléments, qui sont des éléments à la fois de dynamique, une population jeune, c'est une promesse, mais c'est en même temps un défi. La précarité de l'habitat et le caractère informel de l'économie appellent précisément à s'interpeller sur ce que c'est que la ville réelle. Quand une ville a un habitat précaire à 60%, est-ce que ce n'est pas toute la ville qui est simplement précaire? Quand on regarde les constats, on peut, sur la distance, surtout à partir des années 90, que l'urbanisation en Afrique corrode les 3 piliers du développement durable. Il faut en faire le constat pour pouvoir mieux agir. Et cette urbanisation est caractérisée par une pauvreté et un secteur informel dont je viens de parler, mais aussi une ségrégation sociale et résidentielle qui crée des pièges à pauvreté et qui réduit la mobilité économique. Et c'est un défi pour une ville, pour performer. Et on va voir tout à l'heure les statistiques, quand on compare l'urbanisation en Afrique à celle d'autres régions émergentes, à proportion équivalente ou comparable de population urbaine, on n'a pas le même niveau de PIB, ce qui aussi démontre que cette urbanisation-là ne crée pas forcément la croissance, en tout cas pas dans les mêmes dynamiques qu'on peut observer ailleurs. Et autre chose, les villes africaines sont des villes de consommation et de transformation, c'est-à-dire qu'elles sont éventuellement des villes transit au mieux, mais elles ne sont pas génératrices de valeur ajoutée pour leur territoire, ce qui aussi pose le vrai problème du type d'urbanisation que nous avons en Afrique. Et le 5e point, qui est un constat aussi, c'est que la vulnérabilité de l'Afrique face au changement climatique, on va voir des cartes qui le démontrent tout à l'heure, est d'abord sociale et infrastructurelle. Quand on regarde comparativement à d'autres régions, l'intensité des chocs
quand on regarde ça par rapport à comment ces chocs sont vécus, on voit bien que c'est d'abord une vulnérabilité sociale et infrastructurelle et qu'elle est surtout concentrée dans les zones périurbaines et précaires, ce qui appelle forcément, quand on parle d'adaptation et de résilience, des actions spécifiques. Alors, prenons un exemple. Vous voyez le triangle rouge. Le triangle rouge, là, est un quartier de la ville de Cotonou qui, je n'étais pas encore né quand ce quartier a été mis en valeur, viabilisé et a les niveaux d'infrastructure parmi les plus élevés de la ville de Cotonou. Et pourtant, aujourd'hui, le bâti, donc les constructions sont en termes de valeur nettement inférieures au foncier. Pendant ce temps, la ville s'est étendue et s'est fragmentée et il y a des lotissements parfois à 20-25 km de Cotonou, alors que cet endroit-là n'est même pas encore densifié. Donc, cet étalement et cette fragmentation ne rendent pas possible les investissements en infrastructure ou leur rentabilité à tout le moins. Et donc, la densification est un impératif aussi. Alors, vous m'entendez? Toujours, très bien. Super. Alors, voilà le tableau que je voulais vous montrer. Un comparatif entre régions. Vous voyez, quand l'Amérique latine était à 41% d'urbanisation, c'était dans les années 50, le PIB était de l'ordre de $1 800 per capita. Et quelque chose de similaire aussi en 68 pour le Moyen-Orient. Et en Asie, c'était beaucoup plus. En 1994, ils étaient à $3 617. Mais l'Afrique aujourd'hui, en 2013, à 37% de taux d'urbanisation, n'a que 1018 $ de PIB par habitant urbain. Ça montre en fait que l'urbanisation, si on compare avec d'autres régions, à taux équivalent, l'Afrique est plus pauvre. Et ça interpelle par rapport au processus que nous avons. Alors, regardons maintenant l'aspect climatique. Ça, c'est une carte que j'ai trouvée très didactique, qui a été publiée dans une Afrique le 19 août dernier, qui traduisait un peu avec des icônes les risques que l'Afrique encourt de par le 6e rapport du GIEC. Et on voit où est-ce qu'on aura des risques. Par exemple, dans le Sahel, on aura plus de pluie et plus d'inondations, alors que dans le sud de l'Afrique, on aura davantage de sécheresse. Mais ces éléments-là, comparons-les maintenant avec les cartes sur les risques actuels. Alors, sur les risques actuels, on voit bien que l'Afrique, en termes de risques, n'est pas plus rouge qu'ailleurs, au contraire. Mais si on passe maintenant à la manière dont le risque se manifeste dans cette carte-là, on voit bien que l'Afrique est presque tout en rouge parce que le risque tel qu'il est vécu est surtout lié à un manque de capacité d'adaptation lié aux événements naturels futurs et aux changements climatiques. La vulnérabilité se traduit surtout en milieu urbain. C'est pour ça que cette autre carte produite en 2018 a dit que 2/3 des villes africaines connaissent ou en tout cas sont exposées à un risque dit extrême en ce qui concerne le changement climatique à cause de la forte croissance de la population et des infrastructures médiocres. Si on met cela en rapport au fait que la croissance de la population, telle que je l'ai montré tout à l'heure, implique pour l'Afrique que le stock d'infrastructures d'aujourd'hui n'est que le tiers de ce qu'il faudrait entre maintenant et 2030 pour faire comme un rattrapage et se mettre à niveau en termes d'urbanisation. On imagine l'ampleur du défi. Quelques images, hein. Ça c'est la ville de Cotonou en 2010, pendant les inondations, on voit bien qu'il y a une infrastructure, il y a un grand collecteur à côté,
Et pourtant, la rue est devenue comme une voie lacustre. Voilà une autre ville qui, elle, est dans le nord du Bénin, qui n'a jamais connu des inondations de cet ordre-là. Mais on peut se demander, est-ce simplement le changement climatique? Eh bien non, l'analyse montre que ce n'est pas que le changement climatique, c'est aussi la manière dont l'agriculture est pratiquée en amont de la ville, et une agriculture qui a complètement déforesté et qui a fait donc que la ville est devenue plus vulnérable. Et en 2016, on a eu ce niveau d'impact sur la ville et de dégâts, y compris mortels. Alors, si le changement climatique est à ce point systémique, il faut que la riposte soit systémique. Alors, accordons-nous sur deux choses, l'adaptation au changement climatique et la résilience. Je prêche probablement des convaincus, mais l'adaptation désigne les initiatives et les investissements qui ont pour objectif de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets présents ou escomptés des changements climatiques. Alors que la résilience, c'est la capacité d'un système socio-écologique et technologique à absorber le choc et à revenir à un niveau de fonctionnement soit équivalent ou meilleur. Et ça, on n'y parvient véritablement qu'en co-développement et en co-construisant la résilience avec les populations. On ne peut pas faire pour elles, on doit faire avec elles. La résilience fait partie des choses dont on dit que si vous le faites pour moi, sans moi, vous la faites cette chose-là contre moi. Alors, comment faire de la résilience un élément intégré à la démarche? Trois choses qui sont proposées ici. Intégrer les risques climatiques dans les programmes pour la croissance et la diversification de l'économie nationale et des territoires, donc au niveau sous-national ou supranational, au niveau décentralisé. C'est essentiel. Évaluer de façon stratégique la nécessité de la climato-compatibilité de chaque programme d'investissement, tant au niveau national qu'au niveau communal, au niveau départemental ou régional selon les pays qui ont des régions ou des communes, et intégrer la finance climat. Mais la finance climat, ce n'est pas forcément la finance qui vient d'ailleurs, c'est faire en sorte que le fait même de rendre climato-compatible soit intégré dans l'investissement public. C'est cela qui est la preuve qu'on a pris en compte le caractère systémique de la riposte qui est nécessaire. Alors, pour que les villes africaines puissent faire cette transition vers un développement durable, je propose 6 points. Il faut commencer par la première des précarités urbaines, à savoir l'insécurité foncière, et qui est aussi une vulnérabilité fiscale pour les villes. Donc, régler ce problème-là, le régler de manière à ce que ça ne soit pas une démarche d'exclusion de plus, mais à ce que ceux qui sont, par exemple, dans les quartiers où ils ont hérité de terrains dits communaux, que leurs droits soient reconnus. Mais faire de manière à s'affranchir de cette précarité est fondamentale pour les villes africaines. Et il faudrait aussi limiter l'étalement spatial qui rend l'investissement impossible. Le fait qu'on s'étale et que le ratio, le coût per capita de l'investissement, du rattrapage en infrastructure devient simplement impossible. Donc, il faut densifier durablement et en ce faisant, il faut combler le déficit infrastructurel et des services urbains et il faut améliorer les bidonvilles par l'apport d'infrastructures et de services humains. Tantôt, j'ai dit que la vraie vulnérabilité africaine au changement climatique, elle s'exprime dans les zones périurbaines surtout. Et bien sûr, ça a un impact sur les zones rurales et sur les centres urbains, mais c'est surtout là que se concentrent les différents chocs. Alors, co-concevoir et mettre en œuvre ensemble avec les citoyens l'adaptation et la résilience, ça, c'est quelque chose que, pour l'heure, le leadership africain et les managers ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire la démarche très verticale. On pense que c'est la meilleure. Eh bien, non, ce n'est pas la meilleure, bien au contraire. Parfois, elle amène, et souvent d'ailleurs, elle amène à faire des investissements qui ne sont pas pertinents et qui s'avèrent éventuellement même contre-productifs. Et le dernier point, qui est important pour que la ville soit motrice du développement
durable de son territoire, il est important donc que le lien avec le territoire, et quel type de lien, pour quel type de service qui bénéficie à l'arrière-pays, que ce soit des questions sur la table quand on parle de développement. Donc, le défi commun à toutes les villes africaines, c'est agir efficacement en tant que pôle de création de valeur ajoutée, d'innovation, de transformation pour l'économie de leur territoire respectif. Et ça, à mon avis, si on ne le fait pas, l'Afrique ne va pas véritablement aller vers l'Afrique que nous voulons, selon l'agenda de l'Union africaine. Alors, il y a cet agenda ici qui est en 7 points, mais qui est comme une ébauche de ce que je pense que l'Afrique doit avoir. L'Afrique doit avoir un agenda urbain pour son développement durable. Et pourquoi il faut cet agenda urbain-là? Parce que si les villes ne sont pas motrices du développement des territoires, l'Afrique n'émergera pas. L'Afrique émergera parce que ces territoires auront émergé. Les territoires émergeront parce que les villes seront des centres de performance, de valeur ajoutée pour leur territoire. Et ça, il faudra y arriver. Et pour y arriver, là, le vrai défi, c'est celui de la gouvernance publique. La gouvernance publique, ce n'est pas le gouvernement, ni le gouvernement local. La gouvernance publique, c'est la qualité des transactions de pouvoir qui induisent des transactions d'action et d'initiative entre l'État, à qui on a dévolu la puissance publique, mais aussi le secteur privé qui peut investir, la société civile qui a cette capacité à entraîner le plus grand nombre. Et voilà l'enjeu qu'il y a au cœur du développement durable d'un territoire donné, la qualité de la gouvernance publique de ce territoire. Alors, quel type de leadership? Eh bien, je pense que l'Afrique, ou en tout cas, oui, l'Afrique à tous les niveaux a besoin de leaders qui ont compris qu'une ville doit incarner le potentiel et les avantages comparatifs de son territoire. Et veiller donc à, on fait un calcul en termes de coût des services comparé au pouvoir d'achat en parité de pouvoir d'achat, on verra que les villes africaines, que Abidjan, Lagos ou Cotonou ou Dakar sont beaucoup plus chères que New York, par exemple. Et donc, ça demeure un frein à l'investissement. Et c'est ces éléments-là qui doivent permettre de choisir des leaders qui ont compris ça. Les villes ont besoin de ces dirigeants qui ont compris cela et qui sont capables de conduire de tels chantiers et pour que la transformation et la compétitivité du secteur privé africain puissent aussi aller de pair. Parce que si la ville n'est pas performante, le secteur privé qui agit ne peut pas être compétitif par rapport à des villes qui sont dans d'autres continents ou dans une globalisation que nous savons aussi aujourd'hui en train d'être réformée. Alors, quels sont les éléments de la transition écologique? Il y a 2 minutes pour conclure, Luc, si c'est possible. Oui, j'y viens, il me reste encore 3 slides, je crois. Je serai dans les 2 minutes, j'espère en tout cas. Okay. Alors, nous avons, en termes de transition écologique, nous avons 6 choses, hein, mais bon, quand on dit 6, ça peut être 7 ou 3, mais c'est surtout pour dire que l'énergie demeure un chantier vaste, un chantier incroyable, mais un chantier porteur. L'Afrique peut faire le saut technologique directement en allant vers les énergies renouvelables. Et ça, l'Afrique a démontré qu'elle est en train de refaire son retard, mais pas assez vite. Il faut aussi que la gestion des déchets urbains passe par l'économie circulaire, l'amélioration de la qualité de l'air, de l'eau, la mobilité, c'est bien le thème central d'aujourd'hui, et les transports durables qui permettent de connecter les périphéries au marché et préserver les sols et éviter que l'étalement urbain n'accélère la perte de biodiversité qui aggrave la vulnérabilité au changement climatique. Alors, oui, mon slide ne bouge pas. Il faudrait pour cela, effectivement, que la gouvernance publique active le rôle, la capacité à agir des citoyens. C'est ça qu'on appelle l'éco-citoyenneté, une citoyenneté qui entre dans l'ensemble des choses qui doivent se faire pour que résilience,
durabilité, croissance, performance soient en place. Et ça, c'est l'éco-citoyenneté des entreprises et l'éco-citoyenneté des individus qui permettent aussi, bien sûr, de faire jouer le facteur du pollueur-payeur et de faire en sorte que le leadership municipal soit un leadership qui non seulement met en place des institutions efficaces, mais mobilise aussi les actions de tous. Alors, pour conclure, vous ne serez pas surpris si je dis que l'Afrique a besoin d'un développement urbain qui favorise l'émergence de villes compétitives et résilientes avec des liens urbains-ruraux dynamiques, porteurs d'une transformation durable des territoires pour prospérer dans un monde post-Covid, parce qu'il y a des choses à capitaliser par rapport au Covid, favoriser la reprise économique tout en soutenant les emplois des jeunes et l'autonomisation des femmes et porter les avantages comparatifs du continent dans une globalisation en voie de restructuration. Merci. Merci beaucoup, Luc. C'était, comme toujours, très instructif. Et puis, ça nous permet de bien rentrer dans notre sujet. J'ai noté votre phrase « un changement climatique systémique, ayons une riposte systémique ». C'est ce sur quoi on va essayer de travailler ensemble aujourd'hui, avec justement quel type d'engagement les acteurs doivent prendre aussi, que ce soit bien sûr les États, bien sûr les collectivités, mais aussi les entreprises, les aménageurs, de manière à ce qu'on puisse voir justement ensemble comment est-ce qu'on s'inclut dans cet écosystème pour mieux travailler ensemble. Peut-être je vous propose, suite à cette introduction, que nous puissions aller voir une initiative inspirante qui est tirée de la cartographie de l'action de Climate Change, qui est un projet, vous allez le voir, de production électrique à base d'énergie renouvelable. C'est un projet qui s'appelle Moyei au Africa. Je vous laisse lancer la vidéo. Climate Change. Bonjour, je suis Jean-Joël Macaulay, jeune entrepreneur camerounais dans les énergies renouvelables, le développement durable. Et je suis porteur d'un projet dénommé Madiba Africa, un projet répertorié d'ailleurs dans les actions de lutte contre les changements climatiques de la plateforme Climate Chance. En fait, Madiba Africa est un projet portant sur les études et la construction des unités de production d'eau potable à base de fourrage en eau profonde et alimentés par des générateurs solaires. Bon, pour des raisons de manque et de déficit énergétique dans les zones rurales, parce que c'est des zones ciblées, le générateur solaire peut être accouplé à des pompes naturellement, des pompes hydrauliques, mais des pompes hydrauliques aménagées avec des turbines pour permettre une autonomie H24 à ces unités. La production abondante de l'eau et de l'eau potable dans des zones rurales est importante dans la lutte pour les changements climatiques parce que en plus des actions élaborées par le REDD+, donc programme de réduction à la déforestation, la limitation des dégradations des forêts, la conservation de la biodiversité, la gestion durable des forêts et l'accroissement des stocks de carbone, un apport continu en eau, toute utilité et en eau potable dans des zones rurales est très importante et cadre parfaitement avec la lutte contre les changements climatiques. Lorsqu'on sait que dans ces zones, certaines populations s'approvisionnent en eau potable. Il y en a qui parcourent par jour 10 km et pour faire face à ces déficits, d'autres, ils utilisent des groupes électrogènes pour alimenter leur forage ou les puits aménagés. Et en plus, la prolongation de la sécheresse, des sécheresses de plus en plus longues qui dégradent les forêts, un feu de brousse pour les travaux champêtres. Et les gaz émis par
Ces groupes électrogènes et d'autres équipements divers pour la production de l'eau, de l'électricité, tout ça, dégradent aussi abondamment euh, euh, Merci beaucoup pour cette vidéo et pour ce projet, parce qu'on le sait, en effet, la question de l'autonomie en eau potable est extrêmement clé. Et puis, par ailleurs, ça fait bien écho à ce qu'avait dit Luc en introduction sur ce lien, justement, urbain-rural et sur le fait que l'urbanisation ne doit pas nous faire oublier les territoires ruraux, qui sont aussi des territoires, bien sûr, à enjeu. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Adeline Forêt, qui est chargée de mission à la FNO et aussi au pilotage du MTPA, pour notre première table ronde sur planifier la résilience climatique. Adeline, c'est toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Marianne, on va entamer tout de suite avec la première table ronde. Donc planifier la résilience climatique des métropoles africaines, quelle pratique? Donc effectivement, il y a un vrai enjeu d'échanger et de capitaliser sur les expériences qui existent, qui sont inspirantes et qui permettent de construire des dialogues entre les différents acteurs. Comme a pu l'introduire le pitch sur le projet Mwai au Africa. Donc, pour notre première intervenante de cette table ronde, je vais passer la parole à Octavie de la Varga, qui est secrétaire générale donc, de l'association Métropolis, qui rassemble différentes métropoles dans le monde et qui pourra un peu nous exposer un peu quelles sont les priorités aujourd'hui pour les métropoles et les grands enjeux des métropoles dans les stratégies sur la résilience climatique. Octavie. Merci beaucoup. Bonjour de Barcelone. Merci pour l'invitation à y participer aujourd'hui à ce débat. C'est intéressant. Mes félicitations pour la présentation, la première présentation. Je pense que ça a été très clair, très direct, très systématisé. Il y a beaucoup de points. Je suis content, moi, parce qu'il y a beaucoup de points qui sont en commun avec ce qu'on vient de travailler ici à Métropolis. Comme vous avez dit, nous sommes l'association mondiale des grandes métropoles et grandes villes. Et c'est justement, on vient d'approuver cette année les plans d'action stratégique. On a identifié quatre défis. Un, c'est la croissance urbaine liée aux inégalités sociales. Le deuxième, c'est la résilience. Le troisième, c'est la légitimité publique. Et le quatrième, c'est la disruption digitale. À la limite, les 4 points vont de la main et ont un impact sur les questions de résilience, même si on a identifié un enjeu concret sur la résilience. Les 4 aspects, on considère qu'ils sont clés pour résoudre les questions de résilience. Et je voudrais parvenir au point de la résilience que je pense que le speaker d'auparavant, il a souligné. L'approche à la résilience, traditionnellement, on l'a fait de côté des villes. C'est une approximation seulement environnementale, climatique. Ce qu'on voit, c'est que les questions sociales, les questions économiques doivent être aussi considérées quand on approche les questions environnementales, et notamment en Afrique. Donc, c'est la résilience, on doit assurer une résilience qui soit environnementale, sociale, économique. Parce que sinon on peut voir, par exemple, quand on pense de la transition énergétique et on pense à la transition énergétique en Afrique, d'un côté, on doit voir que les 70% des exportations de l'Afrique sont par rapport au pétrole, au gaz et au minéral. Donc là, si on pense à la transition énergétique, on a un impact sur l'économie. Et là, oui, je parle à l'échelle nationale, mais ça peut l'atterrir aussi à l'échelle locale. Donc ça, c'est important. Cette approche à la résilience de cette manière. L'autre question, c'est la gouvernance. On l'a cité aussi auparavant. La gouvernance, c'est clé. Pour nous, l'approche à la gouvernance, c'est une approche qui doit tenir compte de la vision du territoire. Donc, est-ce que vraiment, dans les villes africaines, dans les métropoles africaines, on a des visions partagées sur la ville, sur le développement de la ville? Est-ce qu'on a un projet, ce qu'on appelle nous, un projet de ville? Qu'est-ce que la ville veut devenir le lendemain? Et déjà, l'autre aspect de cette gouvernance, c'est le leadership. Quels sont les leaderships, pas seulement politiques, mais aussi sociaux, qui peuvent impulser ces développements soutenables? Et aussi, quels sont les acteurs du territoire qu'on doit incorporer sur le débat de la soutenabilité? Et finalement aussi, c'est la question des ressources. Donc,
parce que finalement, on parle beaucoup de transformation. On a parlé de la planification urbaine, on parle des infrastructures vertes, on parle de développer de nouvelles approches au dessin urbain, mais vraiment, on a un problème avec les ressources, le financement de ces transformations. Et c'est clé aussi, je pense, c'est la question aussi de quand on parle de la soutenabilité, durabilité environnementale, mais aussi la résilience des villes africaines, on doit penser aussi, et surtout sur les métropoles, d'une approche intégrée territoriale. C'est-à-dire, on ne peut pas penser le développement de la métropole isolée du territoire, mais aussi connecté avec l'ensemble de la région, de l'entourage et aussi des rapports, des impacts entre le rural et l'urbain. C'est très important. Donc, c'est une approche à la gouvernance métropolitaine qui tient compte de ces connexions avec les différents les territoires. Nous disons toujours à Metropolis que quelquefois on a le débat, non, la confrontation métropole vers les espaces ruraux, ou métropole vers les villes intermédiaires. On parle surtout, nous, chez Metropolis, de la responsabilité des métropoles qui doit devenir des articulatrices du territoire. Et pourtant, doit travailler avec les différents acteurs au niveau du gouvernement pour assurer ces articulations. Nous avons identifié aussi au moins 100 thématiques qu'on devrait travailler dans le cadre de la résilience. L'un, c'est que, je viens de la mentionner auparavant, c'est la transition énergétique. Et là, on a des projets qu'on est en train de soutenir avec certaines villes africaines. La question de la mobilité. La question de la mobilité est toujours un défi dans les villes africaines. Les infrastructures vertes, la gestion des déchets, la question de l'assainissement, et il y a une question aussi, c'est les espaces verts. On a chez nous à Metropolis, on a l'Observatoire Metropolis. Depuis quelques années, on a analysé certains indicateurs sociaux, économiques, des genres de gouvernance, et on a aussi les environnementales. Et on a analysé, on a chez nous 140 membres, on a analysé 69 membres de Metropolis parmi 15 membres africains, 15 métropoles africaines. Et les métropoles africaines qu'on a analysées sont, par rapport aux autres membres de Metropolis, les villes qui ont moins d'espaces verts par habitant. Et on a vu, il y en a découvert maintenant aussi avec la pandémie, l'importance de l'espace public, l'importance d'espaces verts. Et ça, c'est lié aussi à la capacité, je suis tout d'accord avec la présentation qu'on en a dit, c'est vrai que si on voit les risques, l'Afrique, ce n'est pas là dans un endroit qui a plus de risques, qui doit faire face à plus de risques par rapport à la Méditerranée, mais c'est vrai que la capacité de répondre aux situations de crise environnementale, c'est plus faible. Donc, on a la dégradation du sol, la sécheresse, les inondations, tout ça, ça fait que la capacité de réponse des villes africaines est difficile. Et donc, si on ne travaille pas ces questions, comme je viens de mentionner, d'espaces verts, des infrastructures qui sont nécessaires pour assurer ces résiliences, on sera toujours dans le même point. Je pense aussi la différence peut-être, je l'ai dit, de la vision, je pense que je ne peux pas arriver au détail, et je vais finir avec ça. Par rapport aux autres régions du monde, ce qu'on voit, c'est que toujours en Afrique, la croissance urbaine est unstoppable. C'est toujours, la ville est en train de se développer et d'augmenter, de s'élargir. Si on peut parler, quelles sont les infrastructures, quels sont les investissements, etc. etc. Non? Donc, et là, je pense que c'est ça. La question peut-être future dit, quelles sont les limites de la croissance urbaine en Afrique? Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Octavie. Sans plus attendre, donc je vais passer la parole à Robert Luzolanou, qui justement représente une des plus grandes métropoles africaines, donc Kinshasa, en République démocratique du Congo, et donc qui est coordinateur de la cellule de développement urbain. Donc, Robert, je vous laisse la parole. Est-ce que Robert est là? Les joies de la visio sont toujours voilà. là. Normalement, il est là. Oui, je vous vois. Donc, vous pouvez prendre la parole.
Bonjour. Vous nous entendez? Oui, c'est ça. Bonjour. Oui. Allô? Oui, on t'entend. Allô, Trésor? Oui. Oui, oui, ça se coupe, ça se revient, ça se coupe. Toi, tu Oui, es connecté? vous pouvez prendre la parole. Bon, en attendant que les petits problèmes techniques se résolvent, on va passer la parole à Amadou Dieng, donc, qui est directeur général de Réalité Sénégal, la branche sénégalaise du groupe Réalité. Amadou? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces échanges et cette rencontre. C'est quelque chose que nous appelons de nos voeux parce que, en qualité d'acteurs qui œuvrent en Afrique, au Sénégal en particulier, nous avons besoin d'échanger sur des choses que nous voyons et essayer de comprendre aussi avec l'ensemble des acteurs, tester également des solutions auprès de chacun d'entre nous et pouvoir faire émerger des solutions. Donc, merci beaucoup pour ces rencontres. Alors, donc moi, je travaille en qualité de directeur général de Réalité Sénégal, qui est une filiale du groupe Réalité, qui est un acteur du développement territorial. Et avant même de s'implanter au Sénégal, on s'est toujours posé la question quelle était notre position en qualité d'acteur du développement dans la fabrique de la ville nouvelle et également dans l'intégration des solutions de durabilité. Et à ces questions-là, nous avons répondu par l'intérêt général. Aujourd'hui, notre quotidien en qualité d'acteur installé au Sénégal aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions qui vont à l'encontre des autorités, qui vont à l'encontre des bailleurs, pour essayer de trouver des solutions pour la fabrique de la ville de demain. Nous sommes aujourd'hui des acteurs au niveau du Sénégal, des acteurs de l'immobilier, et cette mission d'intérêt général-là nous anime vraiment pour aller à la rencontre et travailler sur les besoins du Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, on a un besoin de logement criant. Il y a un programme des 100 000 logements que le gouvernement du Sénégal tente de mettre en place avec l'ensemble des acteurs. Il y a des villes nouvelles aujourd'hui aménagées. On est plus sur 10 000 hectares aujourd'hui de besoins actuels autour des 6 pôles urbains que le Sénégal doit aménager pour répondre à cette demande-là de logement, mais également de mobilité et de développement. Et face à tout ce constat et à tous ces besoins, quelle est notre place aujourd'hui comme acteur? Ce que nous tentons de faire en tout cas, et c'est cette compréhension-là que nous avons de notre rôle en qualité d'acteur, c'est d'aller à la rencontre du gouvernement avec des propositions et des solutions très concrètes. On sait qu'aujourd'hui, nos gouvernements n'ont pas forcément les moyens de mettre en place tout l'aménagement qu'il faut, l'ensemble des infrastructures pour faire fonctionner ces villes et répondre aux usages de demain. Et c'est notre rôle aujourd'hui, c'est-à-dire nous n'attendons pas d'être le dernier intervenant du maillon de la chaîne. Nous allons voir les gouvernements aujourd'hui, nous allons voir les bailleurs aujourd'hui pour trouver des solutions tripartites. Voilà, après, pour l'ingénierie, il faut qu'on le définisse ensemble, mais l'idée, en tout cas, c'est de proposer des solutions au niveau des moyens, mais également au niveau de la capacité à aménager ces villes par rapport à l'ensemble des acteurs et à anticiper les usages. Donc, c'est ce changement de paradigme-là que nous apportons sur le territoire et on invite aujourd'hui les acteurs à avoir ce changement de paradigme-là pour proposer des solutions concrètes. Et je rejoins totalement M. Nyakazia dans ses propos sur cette approche-là de densification et c'est de nécessifier les villes, lutter contre l'étalement urbain. Aujourd'hui, on le voit, c'est l'un des principaux problèmes qu'on a au niveau de la durabilité. Pour construire des logements,
certes, aménager de nouvelles villes, mais ne pas oublier les terres agricoles aujourd'hui qui sont une nécessité au niveau de l'encadrement. Et voilà, faire les villes aujourd'hui, c'est une nécessité. Y aller avec des acteurs tels que nous, c'est une nécessité également. Et nous devons contribuer à l'intérêt général. Voilà, c'est le message en tout cas que l'on porte. Et c'est cette démarche-là également que nous allons développer sur les mois, semaines et années à venir avec les équipes sénégalaises avec lesquelles j'avance. Et voilà, donc, on est des acteurs présents avec des solutions très concrètes pour faire avancer et sortir ces villes-là. Notre micro a été coupé. Donc, merci beaucoup, Amadou. Et de rappeler aussi que du coup, la résilience se construit avec tous les acteurs. Je ne sais pas si Robert réussit à se connecter. Je ne suis pas sûre. Bon, on va passer donc, à notre prochain intervenant, donc Samuel Lefebvre, qui est référent Ville et Climat et responsable d'équipe projet de la division développement urbain aménagement de l'Agence française du développement, qui va nous présenter un peu donc, la stratégie de l'AFD et les appuis que de l'AFD donc, a formulé des stratégies et sur le changement climatique auprès de grandes métropoles en Afrique. Donc, Samuel, je vais partager. Oui, bonjour à tous et à tous depuis Paris. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. D'accord. Alors, merci à Climate Change et à l'AFNO pour cette opportunité de contribuer à la réflexion et de partager les expériences que nous avons à l'AFD avec les villes africaines. Moi, je suis un opérationnel. Je vais vous apporter une tentative de témoignage d'un opérationnel au sein d'un bailleur de fonds, l'Agence française de développement. Je souhaitais vous parler des pratiques que je constate sur le terrain, sur le thème de la planification urbaine, dans les villes d'Afrique subsaharienne, donc plutôt d'Afrique subsaharienne, mais d'Afrique en général, avec lesquelles nous travaillons, et surtout donc l'évolution de ces pratiques dans les villes. Moi, je trouve qu'il y a un intérêt renouvelé pour la planification, et cet intérêt renouvelé et cette évolution des pratiques, pour moi, il est conjugué avec un fort rehaussement des ambitions, alors notamment du côté des bailleurs de fonds, par rapport aux financements qui doivent être climat, 100% climat, en général, et particulièrement depuis 2-3 ans, je vois ce frémissement fort. Cette année, la COP26, ça sera l'année de l'adaptation des villes, et donc le financement pour les bailleurs de fonds de l'adaptation des villes au changement climatique, incluant notamment, certains autres intervenants en ont beaucoup parlé, la nature en ville, la biodiversité en ville. Je n'aime pas trop le thème de solutions fondées sur la nature, mais voilà, nature en ville me semble être un élément important. Nous avons, et je donnerai tout à l'heure des exemples, des instruments pour accompagner les villes à préparer des cadres stratégiques et des schémas de planification qui embarquent complètement le climat. En général, on a des facilités de préparation pour financer des stratégies ou pour financer de la programmation de plans pluriannuels d'investissement pour les collectivités locales. Donc moi, je m'occupe de l'un de ces fonds qui travaille particulièrement en Afrique subsaharienne. Donc j'ai 2 parties que je vais essayer de faire très rapides. Le premier, c'est sur la reformulation de l'équation de la planification urbaine en Afrique. J'ai essayé de vous faire une diapositive un peu compacte, mais là-dessus. Et la deuxième, ça sera de vous donner quelques exemples de stratégies qu'on peut financer avec un accent fort sur la résilience dans différentes villes d'Afrique. Donc, sur cette première partie, moi, je crois qu'il y a une vraie reformulation, c'est une conviction que j'ai fortement, et donc c'est un message que je voudrais faire passer, c'est que l'adaptation au changement climatique, ce n'est plus une simple variable de l'équation de la planification urbaine.
Ce n'est pas une couche supplémentaire qu'on rajoute et qu'on a rajouté depuis 4-5 ans ou qu'on doit rajouter parce qu'il y a eu les accords de Paris sur le climat et une vraie prise de conscience du rôle des collectivités locales sur le climat. C'est à l'inverse, le changement climatique, c'est un phénomène qui a un tel impact sur les villes, notamment d'Afrique subsaharienne, et Luc Gnacadja l'a bien montré tout à l'heure, notamment du fait de leur forte vulnérabilité, pas forcément parce qu'il y a plus de risques, mais parce qu'il y a une capacité de réponse qui peut être moindre. Et donc tout ça, ça conduit à reformuler à la fois la façon de faire un diagnostic, c'est ma partie 1, refaire une analyse locale, je vais développer, et ça conduit d'autre part à faire différemment, à reformuler l'équation de la planification urbaine. Et bien sûr, tout ce qui en découle, l'urbanisme réglementaire et l'urbanisme opérationnel. Mais la planification, c'est la pierre angulaire du travail des collectivités locales. Donc, ce renouvellement de l'équation, à mon sens, il se traduit par des sujets qui sont devenus incontournables et des actions qui sont devenues incontournables, elles aussi, à mettre en œuvre à ces deux étapes clés, à l'étape de l'analyse et à l'étape de la planification. Donc, à l'étape d'un diagnostic au niveau d'une métropole, puisque c'est le sujet aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est non seulement le climat passé, mais le climat futur. Je vois trop peu souvent, mais je le vois arriver quand même, l'intégration des horizons climatiques et des scénarios climatiques du GIEC s'intégrer dans la planification climatique. Donc ça, les projections climatiques doivent être absolument intégrées. Le climat à horizon 2030 pour ma ville, à horizon 2050 pour ma ville, ce sont vraiment des réalités et des hypothèses qu'il faut faire, parce que c'est avec le climat futur qu'il faut planifier la ville africaine. Et puis, l'élément majeur, c'est la cartographie et les implications spatiales qu'il faut faire au moment du diagnostic. Luc Gnacadja l'a montré tout à l'heure aussi, la particularité de l'Afrique, c'est d'avoir un habitat très précaire, 60%, bon, pourquoi pas ce chiffre, avec des zones périphériques qui s'étalent, où il y a beaucoup de vulnérabilité sociale, et donc ça, c'est un élément majeur à prendre en compte par rapport aux phénomènes climatiques qui vont se manifester, les inondations, les pluies torrentielles, l'érosion des sols, les glissements de terrain, les vagues de chaleur, vous connaissez ces éléments. Dans ce diagnostic, et là aussi je soutiens la présentation qui a été faite par Luc Gnacadja, il faut faire ça de manière concertée, de manière participative et prendre en compte le facteur jeune. Il y a 60% de la population africaine qu'il faut consulter et avec lesquels il faut travailler sur son vécu, son historique, notamment par rapport aux événements climatiques. Voilà. Donc, l'historique et le futur à prendre en compte et à bien cartographier. Ça, c'est à l'étape de l'analyse. À l'étape de la planification, le sujet devenu incontournable, c'est d'intégrer des orientations stratégiques qui embarquent le climat et des mesures d'adaptation concrètes qui touchent les habitants sur le court terme, parce qu'on ne peut pas toujours dire que le climat, c'est sur le long terme, il faut aussi avoir un atterrissage concret et rapide, des quick wins, comme on dit, un atterrissage donc opérationnel. Et là encore, il faut drafter et mettre en place ces mesures avec les habitants, pas pour les habitants. Donc, c'est une démarche qui doit arrêter d'être trop verticale et qui doit embarquer tout le monde en même temps. Là-dessus, pour moi, le sujet clé, c'est que les mesures atterrissent, je crois qu'un autre intervenant l'a dit, donc en spatialisation dans les quartiers, pour les vulnérabilités particulières des quartiers riches, des quartiers vulnérables, des quartiers d'activité économique. Ce n'est pas la même chose, la vulnérabilité. Et vous avez vu le petit logo que j'ai mis en bas à droite, le budget climat. Il faut que ça se traduise budgétairement. Il faut qu'il y ait des budgets pro-adaptation, des budgets bien sûr pro-atténuation, mais pro-adaptation au changement climatique. Si ça ne se traduit pas, si la planification ne se traduit pas par des budgets qui ont des investissements
adapté, climato-compatible, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, alors c'est un vœu pieux, la planification, et ça reste des documents de papier. Donc, voilà pourquoi il faut mobiliser les habitants, voilà pourquoi il faut les intégrer, et voilà pourquoi il faut que ça se traduise budgétairement et de manière cartographique. Je vais passer vite, parce que je pense que le temps passe, sur quelques exemples. Pour être concret, je voudrais citer quelques exemples de travaux en cours avec certaines villes, alors dans différents contextes climatiques d'Afrique. Je vais pouvoir les évoquer que brièvement. On travaille avec Kinshasa, donc je laisserai peut-être à Robert Lezolanou la possibilité de présenter cette expérience, mais on travaille notamment sur une étude de vulnérabilité au changement climatique dans les quartiers périphériques de Kinshasa qui sont du côté de la rivière Ndjili, avec un objectif principal d'adaptation des futurs projets d'investissement qui vont avoir lieu pour réduire l'exposition au risque d'inondation. Vous l'aurez deviné, au risque d'inondation de ces quartiers précaires, puisqu'il y a des phénomènes d'érosion en amont de la rivière et des problèmes d'inondation, évidemment, en aval. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on fait dans la ville du Cap, à sa demande. La ville du Cap voulait renouveler sa stratégie d'adaptation, une stratégie qui datait de 2011, et voulait combler un manque d'informations sur justement où étaient les vulnérabilités de son territoire et quelles étaient-elles, quelles étaient les vulnérabilités aux différents aléas climatiques. Et ils avaient quelque chose d'intéressant, une volonté de regarder particulièrement les zones d'activité économique, pensant que, évidemment, une zone d'activité économique, si elle est touchée, ça touche l'emploi et ça touche les recettes fiscales d'une collectivité. Donc, ce sont des actifs très importants qu'il faut aussi préserver, sans bien sûr laisser de côté les zones périphériques et vulnérables, mais en tout cas une attention différenciée là-dedans. Donc, on a appuyé la ville du Cap et ça a eu beaucoup de répercussions. Je vais te laisser encore 2 minutes pour conclure, si ça te va. Pas de problème, pas de problème. Je termine avec un autre exemple de ce qu'on peut faire au Congo, à Brazzaville et à Pointe-Noire, où on a lancé avec les autorités le début d'élaboration de plans climat territoriaux en lien avec l'urbanisme réglementaire, donc les plans locaux d'urbanisme. Encore une fois, il faut que ça se traduise ensuite, la planification, partant du principe qu'au Congo, il n'y a pas seulement la forêt pour l'adaptation, il y a aussi l'adaptation des 2 villes, de Pointe-Noire et de Brazzaville, qui rassemblent 60-70% de la population. Voilà. Et donc, je vais conclure. J'avais d'autres exemples, mais je comprends bien la contrainte de temps. Il y a un levier important à jouer maintenant. La ville d'Afrique, vous le savez, elle se construit très vite. C'est un TGV à grande vitesse de croissance urbaine. Une grande partie de cette ville reste à construire. Donc, il est temps d'agir maintenant et il faut mobiliser cet outil de la planification et de la programmation urbaine qui embarque complètement le climat, comme j'ai essayé très rapidement de vous le montrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel et merci d'avoir rappelé l'importance de ces outils et de l'intégration de ces questions de résilience dans la planification urbaine. On va retenter une dernière fois si Robert est parmi nous, qu'il puisse prendre la parole. Oui, je vais venir. Bonjour. Bonjour. Ok, je vais un peu aller dans la droite ligne de ce que Samuel vient de dire concernant la résilience au changement climatique. En fait, nous avons 2 projets majeurs de la ville de Kinshasa. Un projet Topetola qui est financé par l'Agence française de développement et un autre projet, celui qu'on dénomme Tinelenda, qui est financé par la Banque mondiale. Alors, les 2 projets ont des zones d'intervention qui sont très proches. Et pour le projet Topetola, il est question de réduire l'exposition au risque d'inondation parce que la population est vraiment exposée au risque d'inondation. Et il sera question d'assurer une gestion des déchets, mais qui se fera autour d'une socialisation, une structuration de la population.
Et en plus de la gestion de déchets qu'on voudrait assurer, il y aura aussi la mise en place de quelques infrastructures routières et des digues pour limiter les inondations. Voilà, grosso modo, en ce qui concerne le projet Topetola. Mais concernant le projet Kinelenda, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dollars, et dont la moitié pratiquement va dans le secteur de l'eau et assainissement, par la construction d'une usine de traitement d'eau, d'une usine de captage et de construction de plusieurs stations de boue de vidange. Il y a aussi une composante sur la gestion des risques de catastrophe, et il est question d'aller dans 4 communes de la ville, principalement la commune de Matete, Kisenso, Lemba et Njili, où se fera la lutte, disons, où on fera une gestion des déchets pour essayer de régler le problème des inondations. Parce que la plupart des déchets n'étant pas bien gérés sont jetés dans les rivières, et cela, évidemment, provoque une inondation. Les déchets sont jetés dans les caniveaux, et le drainage de l'eau ne se fait pas correctement, et cela provoque et des érosions et des inondations. Donc, il y a des activités qui seront menées à ce niveau, concernant notamment la construction des routes, la construction des ouvrages pour essayer de combattre les érosions, et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, une gestion des déchets avec la construction de plusieurs déchetteries, ainsi qu'un quai de transfert. Et au même moment, on en profitera pour réhabiliter le centre d'enfouissement technique qui est en Passa, qui en fait reçoit tous les déchets de la ville de Kinshasa. Voilà grosso modo ce qui va être fait. Et cela va être fait sous la supervision de la cellule de développement urbain de Kinshasa, que j'ai le privilège de diriger. Et c'est une cellule qui a été nouvellement mise en place par le gouverneur de la ville, et qui assure le pilotage institutionnel de la mise en œuvre de 2 importants outils que nous avons mis en place, outils de planification, notamment le SOSAC, qui est le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, ainsi que le PDTK, qui est le plan directeur de transport de Kinshasa. Donc, la cellule de développement urbain de Kinshasa, CDIK en cible, à la charge de piloter la mise en œuvre de ces 2 outils de développement, de planification. Et aussi, nous servons comme plateforme pour plusieurs intervenants et partenaires institutionnels et techniques qui sont impliqués dans la planification urbaine et de l'aménagement. Et nous assurons évidemment la maîtrise d'ouvrage des projets des bailleurs, notamment l'AFD, la Banque mondiale, ainsi que certains projets gouvernementaux. Et évidemment, pour conclure, il y a la Banque mondiale a mené une étude de structuration pour restructurer la CDUK afin qu'elle puisse avoir la vocation stratégique d'assurer l'orientation des politiques urbaines. Et la CDUK servira aussi comme observatoire digitalisé pour le développement urbain. Et la CDUK va aussi assurer l'opérationnalisation des outils de planification. Et enfin, la CDUK va assurer un appui technique aux communes. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire à propos de la ville de Kinshasa. J'espère que j'ai été convaincant et que vous m'avez bien suivi. Merci beaucoup et merci pour le respect du timing aussi. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant la création de cette cellule, ça montre vraiment que la métropole de Kinshasa a vraiment intégré ces enjeux-là dans sa stratégie de développement. Et donc, sans plus tarder, je vais repasser la parole à Marianne Malaise, qui va animer la seconde table ronde. Merci Aline et merci à tous les intervenants de cette première table ronde. C'est vrai qu'on commence déjà à préfigurer ces questions de responsabilité des acteurs. C'est un terme qui a été employé assez fréquemment, que ce soit les élus, les entreprises, les bailleurs. Donc, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans notre deuxième table ronde, qu'on a intitulé « Quels engagements sont à prendre sur le climat par les acteurs de la ville ?» On va vous proposer des acteurs de structures différentes, et puis après, on essaiera, dans un temps un peu conclusif, de revenir à cet écosystème cher à Luc Nakaja. Alors peut-être, première intervention, je vais proposer donc à Abdoulaye Sylla, qui est à la direction du développement urbain de la ville de Dakar, donc au Sénégal,
pour nous permettre de faire cette étape sénégalaise dans cette deuxième table ronde. On avait fait un premier tour dans la première, mais installons-nous vraiment dans la ville de Dakar. Abdoulaye, vous puissiez nous présenter un petit peu la stratégie du développement urbain de Dakar et les engagements que la ville prend de manière très concrète pour le climat et, si possible, le tout en 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Je me félicite vraiment aujourd'hui d'être là, donc à intervenir sur la thématique planifier les villes de manière durable. Donc, je campe déjà le décor pour dire que la population africaine d'environ aujourd'hui 1,1 milliard d'habitants devrait doubler d'ici 2050. Et plus de 80% de cette croissance démographique se manifesterait dans les villes. Les villes africaines représentent des enjeux majeurs en matière de croissance économique, de pauvreté et d'inégalité, d'accès à l'eau potable, à l'énergie et à l'assainissement, de mobilité et de connectivité, etc. Pour en revenir à la ville de Dakar, il y a un fait important que je veux étaler, c'est la croissance démographique qui explique aujourd'hui toute la stratégie de la ville de Dakar en termes d'intégration des changements climatiques et du développement durable dans sa planification. La population de la ville de Dakar est évaluée aujourd'hui à 1 400 974 habitants en 2021, soit 8,4% de la population sénégalaise, avec une densité moyenne de 17 000 habitants au kilomètre carré. Donc, Dakar connaît un fort taux de croissance démographique annuel. Et un élément important à retenir, c'est qu'entre 1998 et 2018, soit seulement 20 ans, la population de Dakar a augmenté de plus de 698 000 habitants. Et je me suis amusé à regarder les dernières projections de la SNSD qui montrent rien qu'entre 2021 et 2025, la population de Dakar accroîtra en valeur absolue 152 000 habitants. Donc, en 5 ans, ce qui veut dire 1500 habitants par mois de plus. Donc, c'est le principal défi auquel vraiment la ville de Dakar doit faire face. C'est dans ce contexte d'urbanisation rapide et d'explosion de la population urbaine, je veux dire que vouloir réaliser une planification durable de la ville africaine, de la ville de Dakar en principe, est assimilable à quelqu'un qui veut obligatoirement marcher sur du sable mouvant, craignant que c'est sur le languidus, pour montrer tellement que la dynamique urbaine dépasse les dynamiques de définition de politique publique, de financement et de gestion des enjeux et défis liés à la dynamique urbaine. Et pour rappel, si les peuples autochtones, de par en Australie, etc., ont su et pu préserver des modes, c'est qu'ils ont adopté leur vision de l'économie et du social aux exigences climatiques et environnementales de leur territoire. Cependant, la plupart des villes africaines sont conditionnées spécifiquement par l'économie. Par exemple, l'urbanisation de la ville de Dakar a débuté avec un premier plan cadastral limité à la zone du plateau et centré sur le port et ses infrastructures et activités connexes, expulsant les peuples autochtones vers des espaces marécageux parce que la nappe phréatique est quasi affleurante. Il suffit de remonter et de revoir les cartes datant même pas de cette époque, mais des années 40-50 pour s'en rendre compte. Et la longue période de sécheresse que le Sénégal a vécu dans les années 70 a mis le monde rural dans des difficultés économiques, financières et les a propulsés vers Dakar. Et Dakar, donc l'urbanisation de Dakar a été amorcée par une sorte de résilience d'une population rurale qui venait trouver des opportunités économiques à Dakar. Et Dakar continue toujours à jouer ce rôle-là économique. Donc, représente 50% de la population urbaine du Sénégal, 95% des entreprises industrielles et commerciales, 80% des infrastructures et services du pays se trouvent à Dakar
87% des emplois formels et tout cela, 68% du PIB du Sénégal. Et pour dire que le fait urbain en Afrique fonctionne comme une entité féroce, vigoureuse, qui détruit en un temps record. Je viens de dire qu'à Dakar, en 20 ans, la population a avoisiné la population d'une ville, grande ville en Europe, 600 000 habitants. Tout ce qui se trouve sur son passage. Il faut qu'on se rende compte, et là je vais peut-être provoquer plus d'un, que nous n'avons pas construit des villes, mais nous avons détruit des écosystèmes. Par l'artificiel et le conjoncturel, nous avons impacté le naturel et le structurel. Je m'explique. Dans la région dakaroise, nous avons tantôt réalisé, c'est-à-dire tout ce qu'on peut qualifier de légal, nous avons réalisé une succession de lotissements depuis des dizaines d'années. Et là où il n'y a pas existé de lotissement, c'est les populations qui se sont occupées elles-mêmes à faire de la manière la plus anarchique possible l'occupation de l'espace. Donc, nous avons ces deux entités-là. Puis, le besoin d'avoir des revenus apparaît. Et par la débrouillardise, on a créé les activités informelles. Ce qui s'ensuit, c'est qu'il faut se déplacer. Il faut se déplacer et pour se déplacer, l'État n'était pas en mesure de produire un système de transport formel, donc le transport informel a pris le dessus. Bref, pendant presque 5 ans, parce que depuis l'établissement du plan Ecochar en 1967 jusqu'à 2016 avec le plan directeur d'urbanisme de Dakar Horizon 2035, il n'a pas existé vraiment une planification digne de ce nom à Dakar. Donc, 50 ans d'absence de planification qui ont coïncidé avec 50 ans d'explosion de la population urbaine et d'étalement de l'espace urbain. Je reviens tout cela sur tous ces éléments pour montrer que lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir là où on va. Merci. Oui. Oui. Merci. En 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Donc, je venais pour 2 minutes pour dire que en ce moment-là, nous vivons le contexte du changement climatique et toutes l'alarme est au rouge au niveau des prévisions concernant la température et les précipitations et les engagements sur lesquels nous avons travaillé autant dans le contexte de l'adaptation au changement climatique que dans l'atténuation, c'est de rendre opérationnelle et efficace la gestion des risques et catastrophes naturelles, promouvoir un changement et un développement urbain orienté vers les enjeux du changement climatique et du développement durable, améliorer le cadre de vie et l'hygiène publique pour renforcer la résilience des populations, promouvoir une énergie et des bâtiments sobres en carbone et abordables pour tous. Donc, il faut également aller vers la favorisation des transports à faible émission, comme le BRT, le TER est en train d'y participer, et le réaménagement des modes doux et de la planification dans la planification urbaine. Il faut aussi, quelqu'un l'a dit, encourager la valorisation des flux de déchets avec une économie circulaire pour une ville plus viable, mais également mettre à niveau la ville de Dakar pour un accès à la finance climat. C'est important. Comment financer les activités liées à la diminution de la vulnérabilité de la ville avec des fonds propres, des fonds endogènes, mais également profiter dans le cadre international du financement climat. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup d'avoir en plus accepté de conclure peut-être un peu plus vite que ce que vous aviez prévu. C'est très gentil en tout cas. Ça nous permet de tenir le timing. Vous avez quand même bien évoqué, et vous m'avez fait transition, faciliter justement le rôle de tout ce qui est climat finalement dans le PIB, dans le poids des entreprises, etc. En l'appelant un peu de vos voeux. Ce que je vous propose, c'est que nous passions maintenant à l'intervention de Luc Belot, qui est directeur général de Réalité Hub, et qui va nous expliquer ce qu'il fait, et qui va nous expliquer surtout ce qu'est une entreprise de mission, parce que vous êtes une entreprise de mission. Alors, nous, ça nous intéresse là vraiment sur la responsabilité des acteurs, et donc plus spécifiquement des entreprises. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une entreprise de mission? Pourquoi vous avez fait ça? Et concrètement, ça change quoi pour le climat? Bien.
En 5 minutes, si j'ai bien… Exactement, en 5 minutes. Merci, Marianne. D'abord, je vais m'appuyer très largement sur les propos d'Abdoulaye à l'instant, qui a bien rappelé les enjeux qui sont devant nous. Et puis, effectivement, revenir pourquoi aujourd'hui une ETI en croissance décide de traduire la réalité de ses objectifs, et notamment de ses objectifs environnementaux, dans un statut et avec des engagements forts autour des enjeux environnementaux. Alors, d'abord, on a voulu réellement structurer ce qui était déjà certainement l'entreprise. Réalité est un groupe qui a une vingtaine d'années. Vous en avez eu, je crois, une traduction très concrète avec les propos d'Amadou sur le Sénégal et la manière dont on aborde les territoires, la manière dont on aborde les projets, avec cette idée d'être réellement dans le métier que nous revendiquons, qui est celui de développeur territorial. Et quand on dit développeur territorial, on entend à la fois penser les ouvrages et penser les usages, et qu'on n'est pas là pour, et je vais être un peu caricatural, mais c'est quand même souvent comme ça, pour couler du béton, prendre une marge et puis partir. L'enjeu est d'abord de penser la réalité de la vie, de la qualité de vie, et que ça, on doit pouvoir le traduire dans ce métier de développeur territorial, et qu'on pense un ouvrage intelligemment que quand on a pensé la réalité des usages que l'on fera à l'intérieur. C'est encore plus vrai quand on est, comme moi, avec mes équipes, dans les grandes échelles et quand on est dans les enjeux urbains des grands quartiers. Alors, traduire cette réalité de ce que sont nos objectifs, eh bien, c'était d'abord le faire au travers de ce qu'est maintenant la loi Pacte, qui a créé ce statut d'entreprise à mission. Et une entreprise à mission, c'est très simple, hein, c'est une entreprise qui considère qu'elle n'a pas seulement pour but de créer de la valeur financière, mais qu'elle a aussi pour but d'apporter quelque chose à la société. Et c'est quelque chose qui irriguait déjà le groupe depuis une vingtaine d'années, mais qu'on a voulu réellement formaliser. D'abord, on écrit dans nos statuts, on est un groupe coté, on est une entreprise cotée, et qui a décidé d'inscrire dans ses statuts, de faire valider, y compris par son assemblée générale et son conseil d'administration, le fait dans nos statuts que nous sommes une entreprise qui doit être utile sur les territoires, aux habitants et aux territoires. Et que cette notion d'être utile, ce n'est pas juste un vœu pieux ou une intention aussi belle soit-elle, c'est la capacité de l'inscrire avec des objectifs qui sont extrêmement clairs, qui sont eux aussi inscrits dans nos statuts, et de pouvoir le faire notamment avec des enjeux partenariaux. Et je crois que c'est traduit tout à l'heure à travers différentes interventions, la capacité à travailler les uns avec les autres pour construire de l'intelligence. Le faire, évidemment, lorsqu'on pense les usages et la vie dans les quartiers que nous allons construire. Puisqu'on veut le faire pour les autres, le faire aussi pour nous, le faire dans la qualité de vie au travail. Et puis, le dernier élément, c'est celui sur lequel vous m'interpelliez, Marianne, sur les enjeux de neutraliser nos impacts environnementaux. Et ce sont des choses sur lesquelles on veut pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'est l'entreprise à mission. Parce que j'allais dire, ça, c'est le premier étage de la fusée. C'est la version, j'allais dire, peut-être la plus simple, la moins engageante de l'entreprise à mission qui a été prévue par la loi Pacte. Mais il y a, j'allais dire, un package total qui est celui où on va jusqu'au bout, on crée un comité de mission avec des experts de différents sujets qui viennent challenger les stratégies et les politiques de l'entreprise, et on va chercher des audits externes. C'est-à-dire que sur les 4 objectifs que je viens de vous citer, et en particulier l'objectif environnemental, on va avoir des audits externes, notamment sur les chiffres sur lesquels on s'est engagé et sur lesquels on veut être extrêmement puissant et avoir non seulement au-delà de l'engagement et du verbe, mais avoir une traduction dans les faits. Et dans les métiers qui sont les nôtres, ceux de la construction de la ville, on sait qu'ils sont extrêmement émetteurs de carbone. On veut avoir une trajectoire à 10 ans, et je vous parlerai ensuite de la trajectoire à 2050. On veut réduire déjà pour 2030 de 30% nos émissions de carbone au mètre carré, ce qui est déjà un enjeu extrêmement fort. Pourquoi on a choisi le 30%? Parce qu'on est en compatibilité directe avec la stratégie des 2 degrés de l'accord de Paris, et que c'est déjà extrêmement engageant, et que notamment dans nos métiers de construction de la ville, on veut pouvoir le faire évidemment au travers du biosourcé, la suppression du gaz, l'enjeu des énergies renouvelables, et avec des plans d'action pour l'ensemble des réductions. On est allé jusqu'au bout puisqu'on a décidé, on ne trouvait pas sur le marché
des acteurs, notamment dans la construction bois, qui correspondaient aux enjeux que nous avions posés. Et on a racheté une entreprise qui s'appelle Tessa, qui fait de la construction hors site, qu'on appelle hors site, de murs à ossature bois, de façade à ossature bois, en 2D, demain en 3D. C'est une structure robotisée et on va ouvrir une des plus grandes chaînes de fabrication hors site en France le mois prochain. Donc, on veut vraiment saisir de réduire nos émissions. Mais au-delà de les réduire, on veut aider nos partenaires à les réduire aussi, y compris nos sous-traitants, y compris les entreprises avec lesquelles on travaille, et contribuer ainsi avant 2025 à ce qu'on ait une neutralité réelle de l'ensemble de nos activités. Et on doit pouvoir le faire, y compris parce que lorsqu'on crée nos bâtiments aujourd'hui, ils seront encore là dans 50 ans ou moins, et qu'on veut pouvoir penser l'ensemble des usages. Et puis, le dernier pilier de ces engagements autour de l'environnement, c'est celui de l'ensemble de nos émissions résiduelles et l'enjeu de la séquestration, où on veut être acteur, entrepreneur de notre neutralité carbone. On a d'ores et déjà investi plusieurs millions aujourd'hui dans la Compagnie des Amandes, qui contribue dans le sud de la France pour l'instant et un peu plus largement dans le monde ensuite, aujourd'hui à arracher des plantations qui sont extrêmement consommatrices d'eau. On pense notamment aux melons ou aux fraises dans le sud de la France, mais aussi parfois des structures viticoles, et de transformer avec des amandiers qui non seulement ont une culture qui nous permet d'avoir une production locale. Aujourd'hui, l'essentiel des amandes consommées en France, en Europe et dans le reste du monde vient des États-Unis, mais qu'on ait en plus des enjeux de qualité et de séquestration, puisque l'ensemble des amandiers que nous plantons et que nous contribuons à planter stabilisent des activités agricoles. On évoquait tout à l'heure l'impact du fait d'avoir enlevé un certain nombre de végétations sur les inondations. Et bien voilà, on a des exemples aujourd'hui extrêmement concrets. Donc, ce sont des petites pierres à l'édifice, des petites pièces du puzzle que, lorsque l'on assemble, doivent nous conduire à tenir ces engagements. C'est ça l'entreprise à mission, c'est s'engager pour être utile et qu'on soit dans une capacité à recréer réellement de la confiance entre une entreprise qui est à but lucratif, mais qui a toujours eu en tête d'avoir réellement un impact sur l'intérêt général. Et c'est vraiment la manière dont aujourd'hui on veut pouvoir avancer. Les exemples que citait Amadou tout à l'heure sur le Sénégal et sur Dakar étaient extrêmement parlants. Mais on en est là aujourd'hui. Prendre des engagements, s'assurer, y compris par des audits externes, qu'ils puissent être challengés et qu'on soit en capacité de les tenir. Et ensuite, trouver les moyens concrets. On le fait, j'allais dire, modestement, à l'échelle qui est la nôtre, d'un groupe qui a engagé presque 800 millions de développement l'année dernière. On est en capacité aujourd'hui de pouvoir projeter la capacité à tenir ces engagements sur le long terme et à un moment donné, se doter d'une méthodologie, se doter de statut, se doter de structure d'entreprise à mission. Mais c'est prendre l'engagement et assurer à l'ensemble de nos partenaires que nous nous donnons les moyens de les atteindre. C'est vraiment work in progress. On est aujourd'hui dans ce début d'une histoire et qu'on veut pouvoir écrire nous, parce que nous en sommes les premiers acteurs, mais dans les enjeux environnementaux que l'on veut pouvoir tenir sur les territoires, être avec tous nos partenaires dans la réalité de la transformation de nos métiers pour être beaucoup plus respectueux que ce qu'on a pu faire ces dernières décennies. Merci beaucoup, Luc, pour cette intervention qu'on sent convaincue. On a souhaité, à travers le témoignage de Luc et de tout à l'heure d'Amadou, de vous montrer comment un groupe fonctionne aussi bien à Dakar qu'en France. Et là, je vais donner la parole maintenant à Hugues Parent, donc, pour les aménageurs, puisque vous avez lancé une initiative avec Euromed, une initiative pour les villes durables africaines dont vous allez nous parler, avec des aménageurs. Alors peut-être dans quel but, parce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de cette initiative, et puis un peu concrètement ce que vous y voyez comme, c'est pas comme engagement, mais en tout cas comme responsabilisation des aménageurs sur les enjeux climatiques. C'est à vous. Merci, j'espère que vous m'entendez, là, ça va? Parfaitement. Bonjour à tous. D'abord, vous parler un tout petit peu de ce qu'est Euroméditerranée. On est installé à Marseille, on traite la partie, on part du centre et on va vers le nord, dans une partie qui était très dégradée de Marseille, hein, puisque c'était les zones périportuaires industrialisées, du ferroviaire, de la route désaffectée, tout ça en périphérie du port et en plein centre-ville. Donc c'est une surface importante, hein, c'est 500 hectares.
Mais ce n'est pas tout Marseille, et ce n'est certainement pas toute la métropole. Donc, dès lors qu'on parle d'enjeux climatiques, nous occupons, nous, d'un bout de territoire qui fait quelques pourcents du territoire métropolitain et pas plus. Vous sentez bien que dans cette région, dans lesquelles on a, par exemple, lorsqu'il n'y a plus de vent, les influences de toutes les industries pétrochimiques de l'étang de Berre, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Cela étant, on a fait beaucoup, et on fait beaucoup de choses en relation avec les climats dans ces quartiers nouveaux que nous sommes en train de forger. D'abord, on a fait une chose qui va parler peut-être à nos amis africains qui ont aussi des fonctions de planification ou d'aménagement, c'est que nous avons dégagé un modèle méditerranéen d'un aménagement qui auparavant, puisque nous sommes une structure de l'État et des collectivités, était conçu de façon assez homogène en France. D'ailleurs, on a fait des cités en France qui ressemblent étrangement à Marseille, à celles qu'on peut faire dans le nord de la région parisienne ou à Lille. Donc, il y avait une sorte de dogme qui voulait qu'on fasse de l'urbanisme à peu près partout de la même façon. Nous avons fait valoir depuis quelques années qu'on ne se comportait pas, que la population n'était pas la même, que le climat n'était pas le même et qu'il fallait au contraire qu'on essaye de faire face à la fois aux menaces dans le pourtour méditerranéen qu'allait présenter le réchauffement climatique, mais aussi qu'on tienne compte tout simplement de la nature existante. Si on n'utilise pas le vent, alors qu'il y a un siècle, on faisait des appartements traversants dans tout Marseille, et il y avait des raisons, puisqu'on utilisait le Mistral pour refroidir les appartements, c'est absurde. Donc, nous imposons désormais 90% de nos appartements à tout promoteur qui doivent être traversants. Si on n'utilise pas les îlots qui sont des îlots de chaleur pour en faire des lieux renaturés qui permettent de réduire la chaleur, si on n'utilise pas l'opportunité de parc que nous créons sur le projet pour essayer de réguler les flux d'eau qui vont naturellement déferler dans les 20 prochaines années sur le pourtour méditerranéen, on ne ferait pas notre métier. Donc, on fait beaucoup de choses déjà et en l'adaptant à une réalité sociologique méditerranéenne, et j'irais même au-delà de méditerranéenne marseillaise, car on ne se comporte pas à Marseille comme à Nice. Donc, c'est un premier message au profit de la fonction qui est celle de l'aménageur, c'est qu'on ne fait pas les choses sans prendre du temps, et il en faut, mais aussi de l'association de toutes les collectivités, des dirigeants en général des puissances publiques, et surtout de la population. On ne lance pas les planifications sans avoir recueilli énormément de choses qui font que chaque territoire métropolitain est spécifique. On a donc aujourd'hui un message à adresser. Le premier, c'est que nous avons compris qu'il y avait plusieurs France en matière d'urbanisation et de sensibilité à la question climatologique, et nous comprenons parfaitement qu'il y a plusieurs Afriques. Ce ne sont pas les mêmes. Les données sociologiques ne sont absolument pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes. Mais par contre, puisqu'il s'agit de l'Afrique, on a une évidence qui a été révélée par les intervenants précédents, et notamment M. Glancha, c'est qu'il y a à la fois une nécessité d'organiser les villes pour faire face à quelque chose d'inéluctable. Et je pense qu'il a été peu présent aussi dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, le fait que le climat lui-même provoque cette thrombose urbaine. C'est-à-dire qu'il faut organiser la résilience, il faut organiser le changement de paradigme sur les jugements qu'on peut porter sur telle ou telle partie d'aménagement, mais n'oublions pas qu'à l'origine, et c'est sans doute une caractéristique plus africaine qu'ailleurs, ce qui se passe depuis 20 ans en Afrique, c'est à la fois une poussée démographique inconnue ailleurs, mais c'est surtout aussi un exode rural qui n'a pas été provoqué comme dans l'Europe du 19e par des raisons économiques, mais qui a été clairement provoqué par des zones totalement en voie de désertification qui font que des populations ont émigré vers les villes. C'est donc une métropole forcée qui se passe en Afrique. Toute la question, c'est à la fois comment lui permettre de faire face aujourd'hui à cette espèce de mouvement inéluctable qui est un torrent qui n'arrête pas et qui fait que des populations nouvelles se posent à l'entrée et en périphérie des villes, évidemment sans aucune organisation particulière. Et deuxièmement, comment faire que maintenant qu'il y a un mouvement qui s'est à peu près stabilisé, comment faire en sorte que ce qui existe peut être organisé, comment faire en sorte que les villes résistent à ce qui va arriver, puisqu'on le sait, les villes africaines vont doubler d'ici 2050. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Premièrement, une expérience d'aménageur dans une situation qui n'est pas africaine. Mais enfin, dans les quartiers où on travaille, je pense que plus de la moitié des gens arrivent du sud de la Méditerranée, tout compris. Donc, on tient compte d'une sociologie, d'une capacité financière même, qui est tout à fait particulière. Deuxièmement, d'une climatologie qui nous a amené à nous adapter à ce qui peut être le cas d'une ville africaine. Et troisièmement, un regard sur le contexte local
qui, de notre point de vue, doit être systématiquement différencié selon les différents contextes locaux. Après, comment opérationnellement peut-on procéder? Au début, on est parti en tâtonnant. Marseille a un passé africain. Ça s'est arrêté il y a 40 ans. À un moment, il a fallu qu'on se reprenne un peu en main parce que le président de la République avait lui-même décidé de faire un sommet sur la ville durable africaine et qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité pour s'intéresser à l'Afrique. On a démarré petit à petit, de façon tout à fait artisanale, des discussions. On a pris des contacts avec les uns les autres. Et puis petit à petit, on est tombé dans l'idée qu'il fallait absolument qu'on s'allie avec des gens qui faisaient le même métier que nous et qui avaient la même ambition. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de l'aménagement, M. Gnakadja l'a très bien dit, on ne peut pas faire de l'aménagement, et c'est de l'aménagement dont l'Afrique a besoin. C'est vraiment une vision qui prend l'amont et qui intègre toutes les dimensions de ce qu'on a appelé la planification, moi je préfère le terme d'aménagement, mais qui prend l'amont, les réflexions en amont, l'ensemble du contexte dans lequel on se situe, qui intègre toutes les fonctions qui sont aujourd'hui celles des agences d'urbanisme et autres, mais qui sont donc des fonctions qui tracent sur le papier la traduction de tout ce qui a été écouté auparavant et qui petit à petit déroulent des plans guides. Mais on sait très bien quand on passe à l'opérationnalité, surtout quand on a des systèmes en évolution très rapide, comme c'est le cas en Afrique, en fait, les puissances publiques ont un rôle essentiel qu'elles jouent peut-être pas assez en termes de régulation, mais elles sont incapables de faire face à ce qu'on peut appeler l'agilité. C'est-à-dire que la captation des bonnes recettes pour faire face à un sujet, la capacité à faire en sorte que la technologie puisse être embarquée dans la gestion des villes, et ainsi de suite, c'est le privé qui le fait. Donc, il y a ce premier pôle public qui doit être renforcé en termes de gouvernance. Il y a un deuxième pôle privé qui doit être encouragé à venir, mais il ne le fait que s'il y a des raisons pour le privé de le faire. Et enfin, au milieu de tout ça, il y a la société civile. Dans ces trois pôles, M. Gnakadja, il manquait à mon avis quelque chose, c'est le régulateur sur le long terme, et ça s'appelle un aménageur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons apporter à travers quelque chose que nous avons créé avec une structure qui rassemble, notamment en Seine-Saint-Denis, des acteurs privés de la chaîne immobilière qui sont prêts à travailler avec l'ensemble des aménageurs qui souhaiteraient jouer le rôle de régulateur. Nous avons appelé ça l'initiative pour la ville durable africaine. C'est sur étagère. On est tout à fait prêt désormais, parce qu'on a travaillé pendant un an, à forger une offre. C'est un groupement qui allie à la fois l'aménageur Euroméditerranée, l'écosystème privé qui est autour de l'Euroméditerranée et l'écosystème qui est autour de Rêve de Seine-Urbaine, qui est cette association qui travaille sur les sites olympiques en réalité dans la région parisienne aujourd'hui et toute la périphérie des sites olympiques, et qui fait qu'on serait capable, je pense, d'apporter à la fois une expérience et peut-être faire en sorte qu'en Afrique, mais pas seulement en Afrique francophone, on redécouvre que c'est un peu les Français qui ont inventé la conception aménageuse. C'est-à-dire qu'en fait, on a des tas de formules d'aménagement en Europe et ailleurs, mais on voit bien que lorsque c'est la puissance publique qui décide de l'urbanisation, elle n'embarque ni la société ni le privé. Lorsque c'est le privé qui le fait, que c'est le marché qui décide, il place en bord de mer les bureaux et les plus beaux appartements, mais jamais les logements sociaux. Et lorsqu'il n'y a pas de régulateur, il ne fait pas appel à la société civile pour faire en sorte que la société civile soit dans le projet. Donc, ce qui manque sans doute aujourd'hui, c'est cette pierre-là, et je lance un appel à l'ensemble des participants. Bien entendu, vous pouvez prendre contact avec nous en permanence, mais je pense que Marianne sait exactement où est notre adresse et comment nous toucher. Nous travaillons évidemment avec l'AFNO sur ces questions-là, mais je pense qu'il y a un fort intérêt sans doute à ce qu'au moins nous nous connaissions mieux, et nous faisons des efforts pour essayer de regrouper, puisqu'aujourd'hui le Covid nous a permis de travailler de façon éloignée, pour regrouper de plus en plus tous ceux qui ont envie de mieux de mieux cerner cette notion d'aménageur et cette notion d'aménagement. Si vous y réfléchissez bien, je pense que c'est sans doute ce qui manque aujourd'hui pour faire face à toutes les problématiques qui ont été évoquées précédemment et qui font que ni l'urbanisme, ni la planification, ni la décision politique, ni simplement le marché ne suffiront à faire face à ce qui aujourd'hui menace les villes africaines. J'ai été trop long, trop court. Ah, c'était parfait. Bravo sur le coup. Franchement, merci beaucoup, Hugues. Merci à tous. Je suis désolée, comme d'habitude, on est toujours un petit peu en retard sur le timing, mais comme on avait des intervenants intéressants, on n'allait pas vous couper. Vous avez bien sûr nos contacts via Climate Change ou via nous. On se fera le plaisir de relayer vos questions si vous en avez ou d'y répondre si
si on le peut. Peut-être pour conclure très rapidement, parce que nos amis de Climate Change nous annoncent qu'il y a un atelier après, et donc pour préserver les interprètes. Je vais simplement dire quelques mots. Bon, évidemment, vous remercier d'avoir suivi ce temps. Remercier nos intervenants qui, je le crois vraiment, et ce n'est pas simplement une formule, ont présenté des points de vue très différents en termes d'acteurs. On l'a bien vu avec la dernière intervention d'Hugues. L'aménagement n'est pas la planification, la question de la régulation est importante. Le privé, le public, tout ça doit travailler ensemble. Peut-être pour vous dire, j'ai fait une petite synthèse rapide sur le constat, on le connaît tous, c'est cette question de la vulnérabilité, qu'elle soit climatique, qu'elle soit sociale et économique, on en a beaucoup parlé, évidemment face aux risques, etc. Mais peut-être si on se projette dans les solutions, il me semble qu'on a défini ensemble très clairement qu'il devait y avoir un cadre qui soit systémique, un cadre qui soit adapté, on vient d'en parler. On ne fait pas tout partout pareil, il n'y a pas un seul outil, un seul cadre, un seul modèle. Donc ça, c'était, à mon avis, ce qui est vraiment ressorti de nos débats-là. Nous avons un cadre, il y a, je crois, 3 enjeux vraiment politiques qui ont été rappelés par les différents intervenants. Le besoin d'un leadership vraiment fort qui passe par la puissance publique. Ça, je crois qu'on l'a bien dit, pour mettre fin à la verticalité, vous avez été plusieurs à en parler. En tout cas, un leadership politique, ce qui demande certainement aussi un renforcement de capacité dont on n'a pas tout à fait parlé, mais qui me paraît être important. On a parlé aussi d'une gouvernance publique à renforcer. C'est pas complètement la même chose. Ça ne passe pas que par un leadership. Ça passe aussi par une structuration, je crois, des services publics, de l'aménagement, de structures comme celle qui nous a été présentée à Kinshasa. En tout cas, une gouvernance publique à renforcer. Et puis, on a employé beaucoup ce terme durant toute cette session, et je crois que c'est certainement un des termes clés, c'est la question de la responsabilité. On a parlé de la responsabilité des métropoles avec Métropolis et le rôle qu'elles doivent prendre. On a parlé de la responsabilité des entreprises à plusieurs reprises. Il y a certainement la responsabilité des élus et des États aussi pour définitivement se mettre dans une politique d'adaptation. Et puis après, un cadre, 3 enjeux politiques, je dirais aussi 3 outils dont on s'est parlé. Nous avons parlé d'aménagement. Alors, pour la paix des ménages, j'allais dire, parlons d'aménagement et de planification quand même. Ça fait plaisir aux agences d'urbanisme que nous représentons aujourd'hui. Ça, c'est un premier outil. Mais je suis d'accord, c'est un cycle. La planification et l'aménagement, c'est un cycle. Il faut que ça marche sur les 2 jambes, sinon ça ne fonctionne pas. Le deuxième outil, c'est la question du financement. On en a parlé bien sûr avec l'AFD, mais on en a parlé aussi beaucoup avec Luc en introduction. La finance verte, une finance qui soit ambitieuse avec peut-être des budgets climat, ça fait partie de ces sujets-là. Et puis, le troisième outil dont on s'est finalement peu parlé aujourd'hui, mais ça pourra être l'objet de notre prochaine session, un jour, bientôt, dans le cadre de Climate Change, c'est la question de l'évaluation. Parce qu'on sait, dans nos projets, mettons-nous des objectifs. Et c'est en évaluant si on réussit ces objectifs qu'on réussira, je crois, à avancer concrètement sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Voilà, je vais conclure maintenant en remerciant Climate Change de sa confiance renouvelée, nos intervenants, et puis Adeline Forêt qui a beaucoup travaillé sur cette session, et bien sûr les interprètes. Voilà, je vous remercie. Le film sera disponible sur le site de Climate Change, les PowerPoint, on répondra à vos questions. Et voilà, bel après-midi, pour ceux chez qui il est encore 15h, et puis bon début de soirée pour les Français. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à l'équipe de l'AFNO. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.